Bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La sécurité alimentaire, un enjeu crucial en Afrique. À l'occasion de la 43e session de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui se poursuit jusqu'au 7 juillet à Rome, le Maroc a réitéré son engagement pour la sécurité alimentaire et sa volonté d'élargir sa coopération dans le secteur agricole avec plusieurs pays participants. Le ministre marocain de l'Agriculture, Mohamed Sadeqi, s'est entretenu avec plusieurs responsables ministériels à l'occasion d'examiner plusieurs questions d'intérêt commun au niveau national et régional, notamment les chaînes de valeur, l'eau, l'irrigation et la santé animale et végétale. La gestion des ressources en eau à l'appui des 4 améliorations, production, nutrition, environnement et conditions de vie pour concrétiser le programme de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable. Tel est le thème de cette 43e session. Pandémie, conflit en Ukraine, réchauffement climatique. Selon la FAO, l'Afrique est le continent le plus affecté au monde par l'insécurité alimentaire. Conscient de l'enjeu majeur que représente la sécurité alimentaire, le Royaume du Maroc travaille activement pour renforcer la coopération dans le domaine de l'agriculture et pour partager son expérience et son savoir-faire dans ce domaine. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir avec Monsieur Abdelghani Youmni. Vous êtes économiste et spécialiste des questions publiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Khamlichi et merci pour l'invitation et surtout pour ce sujet qui m'est très cher, de parler du continent africain et des leviers pour permettre une réinvention de ce continent. Donc cette 43e conférence, elle a débuté le 1er, elle se poursuit jusqu'au 7 juillet. Quels sont les enjeux, quels sont les objectifs? Pourquoi cette conférence qui se tient tous les 2 ans? Cette conférence qui se tient de la FAO, qui se tient à Rome, qui se tient tous les 2 ans, les objectifs sont d'abord alimentaires, c'est des objectifs de sécurité. Il y a la thématique de l'eau qui revient, parce que c'est très important, surtout pour les pays du Sahel et pour l'Afrique du Nord, pas pour les pays qui sont sur les lacs où il y a beaucoup d'eau. Et puis cette conférence, elle revient sur permettre à l'Afrique de devenir un continent autonome. Et moi, le mot sécurité alimentaire me dérange. Je préfère le mot souveraineté alimentaire. Ou autosuffisance. Autosuffisance, mais plutôt souveraineté alimentaire, parce que dans la souveraineté alimentaire, il y a aussi la production et la productivité. Et nous sommes sur un continent qui est très riche. Il y a 40% des terres arables qui sont en Afrique. Il y a aussi une proportion de milliards de mètres cubes aussi sur ce continent. C'est seulement une question de répartition, mais c'est aussi une question de volonté politique et aussi de permettre à ce continent de produire ce qu'il consomme. C'est-à-dire que le continent africain, après les indépendances, il a vécu sur la rente des matières premières, mais il a vécu aussi sur l'importation de ses besoins. Il n'a jamais pu construire une industrie agroalimentaire, mais aussi une vraie agriculture. Donc on reste un petit peu sur une conception primaire de l'alimentation et aussi d'une ruralisation du continent, malgré l'urbanisation maintenant qui pousse. Et donc c'est ce continent qui doit retrouver sa voie. D'abord, de créer des emplois, parce que c'est surtout les femmes et les enfants qui travaillent dans le secteur agricole. Ce n'est pas très organisé. Il y a des problèmes de foncier, il y a des problèmes de financement. Et c'est pour ça que le mot sécurité alimentaire, à chaque fois, il revient. Et qu'on met le doigt sur le continent africain, ça me gêne, alors que c'est un continent qui est très riche. Justement, vous parlez d'un continent très riche qui dispose d'innombrables ressources, mais la FAO, selon la FAO, c'est le continent africain qui est finalement le plus touché par l'insécurité alimentaire. Alors pourquoi? Le plus touché parce qu'elle est désorganisée. C'est juste l'organisation ou c'est une question des événements qui ont eu lieu dernièrement, comme la crise sanitaire dont on en sort, la guerre en Ukraine et puis... Pas du tout, parce que ça dure depuis 50 ans, les problèmes. Vous vous rappelez la crise en Éthiopie dans les années 80. Donc les problèmes... C'est-à-dire c'est un continent qui, pour produire, il faut être organisé. C'est pour ça que le Maroc est un réel exemple. Il n'a pas seulement le leadership géopolitique sur le continent, mais il y a aussi un leadership économique parce que le Maroc, depuis une
plutôt une vingtaine d'années maintenant, il y a une vraie révolution de le secteur agricole. Après, il y a eu le plan Maroc vert avec 13 milliards de dollars d'investis. Donc, il y a une transformation du secteur agricole. C'est pas assez, mais le Maroc souffre du stress hydrique. Si vous prenez la République démocratique du Congo, qui est un des pays les plus riches en eau, mais un des pays les plus pauvres en production agricole. Moi, je crois que c'est une question d'abord d'organisation, c'est une question d'énergie aussi, parce que pour produire, il faut l'énergie. C'est pas une question de main-d'œuvre, c'est une question de fertilisants aussi. Mais c'est une question d'organiser le secteur agricole, de le financer avec des crédits, de trouver des leviers et puis de permettre de sortir d'abord de l'approche petit fermier vers des approches de coopératives beaucoup plus grandes, avec plus de propriétés, mais aussi de sortir de l'importation surtout de produits finis dans d'autres pays. Pour moi, le continent africain ne doit pas être dépendant et c'est pas à chaque fois qu'il y a une réunion du FAO, on revient sur d'abord la crise nutritive, sur les questions de famine. Je pense que ce continent doit se transformer, mais il y a aussi un besoin de volonté politique. Pas seulement des Africains, mais aussi des Européens, des Occidentaux. Vous pouvez aller encore plus loin? Je peux aller plus loin. C'est simple. Quand vous parlez des Occidentaux, pour parler de l'Occident, si vous voulez, aujourd'hui, la démographie en Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. En 2050, ça va être 2,2 milliards, c'est-à-dire qu'on va doubler la population avec une moyenne d'âge de 17 ans et donc avec une force vive en emploi. Donc, d'abord, il faut accompagner, je ne dis pas il faut aider, mais je dis il faut accompagner ce continent d'abord vers l'industrialisation, vers une transformation des pays africains, parce qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques, et donc réinventer l'Afrique, c'est pas, si vous voulez, c'est plus de prospérité, mais pas plus de frontières, parce qu'il y a des gens qui veulent créer des micro-États au sein de l'Afrique. Pour moi, c'est plus de prospérité. Réinventer l'Afrique, c'est plus d'opportunités. Et pas plus d'idéologie. Réinventer l'Afrique, c'est plus de mobilité de travail. Et pour avoir la mobilité de travail, il faut créer des compétences. Donc, pour créer des compétences, il faut des lycées agricoles, il faut former les gens, il faut alphabétiser les femmes. Justement, le Maroc forme actuellement des agriculteurs en Afrique. Le Maroc forme mais il ne peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que le Maroc, il prend beaucoup sur lui. Je pense que vous avez suivi ce que l'OCP a fait aussi en faisant des dons d'engrais et de fertilisants pour permettre à des petits agriculteurs de produire plus. Parce que 70% des engrais en Afrique proviennent du Maroc, fournis par l'OCP. Avec des prix bonifiés, ça il faut le rajouter. C'est-à-dire que les prix bonifiés, c'est pas les mêmes prix qui sont appliqués partout, et puis souvent avec des prêts aussi bonifiés. Et donc c'est pour permettre, si vous voulez, au secteur, aux populations qui sont dans le secteur agricole africain, surtout dans les pays du Sahel, de s'en sortir. Mais le problème pour moi, ce n'est pas l'alimentation de l'Afrique, c'est plus de créer un vrai secteur agricole qui crée des emplois et qui crée de la valeur ajoutée, de la croissance économique. Ce qu'on a fait, nous, dans la modernisation du secteur agricole au Maroc, il faut que le Maroc devienne un laboratoire pour plusieurs pays d'Afrique, et surtout un pays qui m'intéresse, moi, c'est la République démocratique du Congo, parce que c'est là où il y a la grande richesse, et c'est là où on peut avoir un grenier du continent africain. Et justement, est-ce que vous pensez à recalquer le modèle marocain? Pas recalquer, parce qu'on ne peut pas recalquer. On ne peut pas recalquer la démocratie, on ne peut pas recalquer les modèles de croissance, on ne peut pas recalquer, par exemple, on ne peut pas demander aujourd'hui au continent africain de faire la décarbonation, parce que pour se développer, il faut un modèle industriel. Aujourd'hui, le continent africain émet 1,5% de dioxyde de carbone. Ce n'est pas le pays qui le pollue le plus, mais c'est un continent qu'on vide de ses richesses pour faire du carbone, puis on lui demande de faire la transition énergétique avant de créer de la croissance. Donc, ce n'est pas possible. Non, moi, je ne dis pas qu'il faut recalquer, mais par contre, il faut un benchmark sur le modèle marocain, parce que si on revient 40 ans en arrière, on était comme le Mali, comme le Niger, comme la Côte d'Ivoire en 1980. Le Maroc, il y avait, avec la sécheresse, on avait des productions agricoles qui sont très artisanales. Aujourd'hui, on a fait un saut en avant. Et je pense que nos amis dans les pays africains, avec lesquels il y a beaucoup d'accords, et il faudrait qu'ils fassent un benchmark. Et vous m'avez dit que le Maroc forme des agriculteurs sur le continent africain, c'est très bien. Mais il faut aussi profiter d'abord de l'ensoleillement pour faire de la production agricole avec des énergies renouvelables, parce qu'on peut le faire avec des pompes solaires. Il y a des pays qui le font déjà. Le Nigeria le fait déjà, le Kenya le fait déjà. Donc il faut
produire de l'énergie avec du solaire pour le secteur agricole, pour le pompage. Et puis, il y a les terres arables. Et le plus important, c'est d'aller vers le foncier, c'est-à-dire c'est la titrisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, comme au Maroc, il y a 30 ans, qui ont des terrains, mais qui n'ont pas de titre foncier. Et le fait de ne pas de titre foncier, vous ne pouvez pas hypothéquer, vous ne pouvez pas emprunter. Il faut aller aussi vers ça, parce qu'il y a beaucoup de... Donc vers l'investissement. Vers l'investissement, mais vers aussi un foncier qui est reconnu par le secteur bancaire pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Vous savez, c'est très simple. Quand vous louez une maison pendant 20 ans, vous payez un loyer. Et donc, au bout de 20 ans, vous êtes au même niveau de pauvreté que celui que vous étiez au départ. Et quand vous achetez un terrain et vous construisez une maison, et vous faites un crédit pour construire la maison, au bout de 20 ans, vous êtes propriétaire de la maison et vous avez vécu gratuitement dans cette maison. C'est à peu près la même chose pour les pays africains. C'est-à-dire que les pays africains doivent aujourd'hui aller de l'avant et produire la valeur ajoutée sans importer de la valeur ajoutée de l'extérieur en échange de leurs matières premières. Il faut sortir du modèle de la rente pour aller vers un modèle agricole qui est productif et qui peut nourrir. Et c'est pour ça que le terme sécurité alimentaire me dérange. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Donc, ça sera souveraineté alimentaire. Oui, parce que ça fait un peu... Alors, ça fait misérabiliste et ça fait aussi pauvre, alors que c'est un des continents le plus riches. Sauf que, malheureusement, c'est le seul continent qui n'a pas connu encore la mondialisation. Et c'est-à-dire que la mondialisation a profité du continent africain pour le vider des matières premières, pour produire des biens finis qui ont fait profiter les pays riches, alors que ce continent a été oublié. Et je pense qu'il faut une volonté politique de ces pays. Et ça commence d'abord par une démocratie sociale. Je pense que le modèle marocain est vraiment inspirant. Justement, ce modèle marocain, qu'est-ce qui fait sa force et son succès exactement ? Ce qui fait sa force, c'est d'abord ce que Sa Majesté le Roi a fait en arrivant sur le trône, c'est-à-dire pendant 20 ans, c'est d'abord de construire des infrastructures physiques pour ce pays. C'est très important, les infrastructures physiques, des ports et des aéroports, des routes et des autoroutes. Et aujourd'hui, le continent africain manque grandement de ces infrastructures. Parce que vous ne pouvez, pour faire de l'agriculture, il faut de la logistique. Donc, il faudrait bouger d'une ville à l'autre. Aujourd'hui, par exemple, le Maroc, vous pouvez aller de Bni Mellal à Tanger via l'autoroute et économiser beaucoup de temps. Et aussi amener des produits agricoles frais. Mais si on devait encore utiliser la nationale et les difficultés, on n'aurait pas les produits qui circulent aujourd'hui. Donc, il faut un maillage logistique. Après, il y a les chaînes de froid qui sont très importantes. Après, il y a aussi le choix des produits qu'on va, par exemple, nous, en Afrique du Nord et avec l'Égypte, on a besoin des céréales. Et sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest et de l'Est, c'est le riz, ce n'est pas les céréales, donc c'est différent. Donc il faudrait faire des arbitrages entre le cacao et le café, entre le coton et le riz, et savoir ce qu'on doit produire et répondre à ces besoins. Et donc, s'autosuffire finalement en tant que continent. Oui, mais pensez agriculture et agroalimentaire, c'est différent. Si vous voulez, quand on vit dans le secteur agricole, on a besoin d'agriculture, de produits agricoles. Mais quand vous vivez en ville, vous avez besoin de produits transformés. Et quand vous transformez, par exemple, du lait en yaourt, vous multipliez sa valeur par 3 ou par 4. Et donc, c'est ça aussi. Il faut penser sur le continent africain, d'abord de politique agricole, mais aussi industrie agroalimentaire. C'est elle qui crée de l'emploi. Donc, vous allez créer de l'emploi dans le rural, femmes et enfants, sûrement, et jeunes. Donc, des répercussions économiques, finalement, qui sont positives. Mais surtout devenir, acquérir une majorité économique, j'utilise ce terme, être majeur économiquement, ce que le Maroc aujourd'hui a réussi. Il n'est pas souverain à 100% sur le plan économique, mais il est indépendant. Et je pense qu'il faut aller vers ça. Justement, le Maroc est un acteur de premier rang dans ce domaine. C'est un acteur aussi très engagé vis-à-vis des autres pays africains. Alors, pourquoi a-t-il fait en fait de cela sa priorité ? On parle je parle de la lutte contre la faim, de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire, aussi de l'innovation, les recherches qui sont faites au niveau technologique dans ce sens. Pourquoi avoir mis ça au niveau de sa priorité stratégique ? C'est la priorité stratégique parce que le Maroc, c'est d'abord plus de 1200 ans d'histoire. C'est une civilisation, c'est une nation. C'est un pays qui a une vie, ce n'est pas une géographie, le Maroc. Le Maroc, c'est une géographie, une histoire.
Voilà, il y a des pays qui sont récents dans l'histoire, mais le Maroc a plusieurs siècles. C'est un pays séculaire, c'est une civilisation. Il y a des liens avec l'Afrique qui datent pas d'hier, hein, qui datent de plusieurs siècles. Donc le Maroc, il a une responsabilité historique, mais aussi une volonté de prospérer. La prospérité partagée, ça a été dit par la Banque mondiale, mais le Maroc avait anticipé sur ça pendant toutes les tournées royales sur le continent africain. Je pense qu'il y a une volonté de tisser des liens, pas seulement des liens de business, mais aussi des liens de croissance inclusive partout, parce que le Maroc aussi, il est conscient d'une chose, c'est qu'il est la première frontière au dos de l'Europe. Et la poussée démographique qui se passe en Afrique peut être un dividende pour le Maroc ou peut être un danger pour le Maroc. Et donc, c'est pour ça que cette responsabilité, derrière elle, il y a aussi des enjeux. Et les enjeux, moi je préfère la mobilité du travail ou la mobilité des compétences aux flux migratoires climatiques ou économiques. Absolument. Parce que les flux migratoires économiques ou climatiques, ou si vous voulez, ou démographiques ou climatiques ou économiques, c'est derrière, il y a un schéma malthusien. Le schéma malthusien, si vous voulez, quand vous êtes vraiment en difficulté, vous créez plus de richesse, et bien vos enfants quittent la maison. Et ces enfants qui vont quitter le sud de l'Afrique et le centre de l'Afrique, ils vont d'abord se diriger vers le nord de l'Afrique. Et nous, ce qu'on veut, c'est des solutions. On ne veut pas des problèmes. Et les solutions ne peuvent pas venir du nord, elles doivent venir du sud. Et c'est pour ça qu'il faut calquer ce modèle du Maroc. Et l'adapter. Et l'adapter aux besoins. Et si vous créez des emplois dans les milieux ruraux sur le continent africain, vous aurez moins de gens qui vont quitter leur pays ou quitter leur ville ou quitter leur village. Il y a le climat aussi, la sécheresse. Bien sûr qu'il y a le climat, mais il faut aussi s'adapter au climat. Aujourd'hui, il y a des pays dans le monde qui ont trouvé des solutions à l'eau et il faudrait s'adapter au climat en trouvant des solutions. Je vous ai dit, c'est surtout les pays du Sahel et aussi l'Afrique du Nord, mais il y a des pays en Afrique de l'Ouest et de l'Est qui sont très riches en eau. Il faut trouver des solutions parce qu'on peut vraiment nourrir toute l'Afrique à partir de l'Afrique. Quels sont les défis aujourd'hui ? Alors, concrètement. Les défis concrètement, et je pense que vous l'avez cité, un défi, il y a d'abord le défi des changements climatiques. C'est un vrai défi. C'est-à-dire que la raréfaction de l'eau, le Maroc travaille avec d'abord le traitement des eaux usées, avec la désalinisation de l'eau, avec aussi une utilisation efficiente des eaux. Et ça, on le voit malgré le stress hydrique qu'on vit. Alors, le premier, c'est les changements climatiques. Le deuxième, c'est aussi la transition démographique qui met du temps à arriver sur le continent africain. On continue à avoir 5 enfants, 7 enfants, donc par famille ou par femme. C'est beaucoup quand on ne produit pas suffisamment de richesse. Mais ça peut être une force une fois que... Alors, ça peut être une force si on transforme l'Afrique. Il y a trop, il y a trop d'habitants aujourd'hui en Afrique pour la richesse qu'on crée, mais pas par la richesse qui existe, mais il y a aussi peu si on arrive à faire un bond en avant sur la transformation de l'économie africaine. Alors, l'autre stress, c'est le financement. Vous avez dit les défis, le financement. Angela Merkel avait promis un plan Marshall pour l'Afrique. Il n'est jamais arrivé. Et c'est pour ça que moi, les réunions du FAO, c'est très bien. Il y a des idées, mais il n'y a pas de financement. Et sur le continent africain, nous avons besoin de financement. Nous avons besoin, de toute façon, ça a été chiffré. Nous avons besoin à peu près de 800 milliards de dollars investis sur les 4 années pour pouvoir faire vraiment un changement, un pas en avant sur la production agricole et sur la productivité surtout. Et puis il y a la mécanisation, il y a l'utilisation du digital. Il y a beaucoup de défis. Mais il faut qu'il y ait une volonté des pays riches pour accompagner. Je ne dis pas... Aussi, le terme coopération me dérange parce que souvent, il est un peu dévoyé. Mais pour accompagner le continent africain, parce qu'il fait partie du monde, le continent africain. Donc, il faut qu'il y ait un travail commun qui se fasse au niveau mondial. Exactement. Ne pas laisser qui que ce soit de côté, ni le marginaliser. Mais le faire de manière humaine et respectueuse, surtout. Absolument. Écoutez, on arrive déjà au terme de cette émission. 26 minutes, ça passe vite. Merci beaucoup, Abdelrani Yomni, pour avoir accepté notre invitation, d'être là avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste et expert en politique publique. C'était un plaisir. Merci, Myriam Prablichi. Merci pour l'invitation. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.